Je vous propose de comprendre ensemble les appels au boycott de Disney qui se multiplient aux États-Unis, y compris par des stars, et aussi de nous plonger dans l'inquiétante perspective selon laquelle le film Civil War d'Alex Garland, sorti en 2024, pourrait se révéler en partie prémonitoire du fait de la dérive que suit actuellement ce pays, tandis que Trump et l'extrême droite instrumentalisent la mort de Charlie Kirk. Pourquoi cette vidéo? Parce que la situation implique l'industrie du divertissement et la place de groupes tels que Disney dans la résistance ou au contraire l'adhésion aux dérives du système politique de la première puissance mondiale, et tout simplement parce qu'à force de m'y intéresser personnellement, j'ai eu envie de vous partager les éléments de compréhension et d'analyse que j'ai pu réunir. Quelques explications de contexte d'abord pour bien saisir de quoi il est question ici. La télévision américaine a une tradition de late show, des émissions du soir donc, au ton humoristique, avec des invités, des sketchs et un commentaire satirique sur l'actualité. Parmi ces émissions, on a notamment celle de Jimmy Kimmel. Suite à l'émission du mardi 16 septembre, sa diffusion a été suspendue, sans date d'éventuelle reprise annoncée. C'est un petit segment d'1 minute qui a été ciblé et présenté comme justification de cette suspension d'antenne. Dans ce segment, Kimmel estime que le MAGA, le mouvement de Trump, fait tout son possible pour montrer que l'assassin présumé de Charlie Kirk n'est pas l'un des leurs et surtout de tout faire pour tirer un bénéfice politique de la situation. Kimmel enchaîne en montrant une séquence d'interviews de Trump dans les jardins de la Maison-Blanche alors qu'un journaliste lui demande comment il va suite à la mort de Charlie Kirk que le président présenté comme un ami. La réponse de Trump consiste à dire que tout va pour le mieux et il enchaîne sans transition pour dire combien la nouvelle salle de bal de la Maison-Blanche, en cours de construction, sera fabuleuse. Kimmel remarque alors que Trump en est sans doute arrivé à la 4e phase du deuil, celle de la construction, et constate qu'aucun adulte ne réagirait de cette façon, ce comportement ressemblant davantage à celui d'un enfant de 4 ans dont le poisson rouge viendrait de mourir. Je reviendrai un peu plus loin sur Charlie Kirk, un influenceur d'extrême droite qui multipliait les mensonges et les déclarations choquantes et abjectes, et sur la manière dont son assassinat est utilisé par Trump et son camp pour justifier l'injustifiable. Au passage, je dois néanmoins souligner que je trouve irresponsable de voir des gens justifier un tel assassinat, y compris en France. À la limite que certains en fassent de l'humour noir, ce n'est pas mon sujet, cela m'importe peu, mais soutenir ouvertement que c'est une bonne chose de l'avoir assassiné, et non seulement condamnable moralement, mais surtout particulièrement stupide en termes de conséquences à long terme de cet assassinat et de sa récupération. On y reviendra avec le parallèle effrayant au film Civil War et pas que. Retour à la suspension de l'émission de Jimmy Kimmel qui a été initiée en quelque sorte par la Commission fédérale des communications contrôlée par des partisans de Donald Trump et notamment son président Brendan Carr. Ce qu'on appelle la FCC aux États-Unis, c'est un peu l'équivalent de l'Arcom en France. Et la menace de la FCC a consisté à évoquer la possibilité de révoquer des licences de diffusion aux chaînes diffusant Kimmel en arguant de la protection des téléspectateurs contre la manipulation de l'information. Ma chronique satirique de Kimmel n'entrait clairement pas sous le coup de cette instance, mais avant même que la FCC ne fasse quoi que ce soit de plus, 2 réseaux ont pris la décision fatidique. Il s'agit de Nexstar puis de Disney. Des deux, mon petit doigt me dit que c'est de Nexstar dont vous n'aviez jamais entendu parler. Nexstar contrôle 197 stations de télé locales et peut décider en partie de ce qui y est diffusé. Sur ces 197 stations locales, il y en a 32 de la chaîne ABC dont l'émission de Jimmy Kimmel fait partie des programmes généralistes, et Nexstar a donc décidé d'annuler au moins temporairement Kimmel sur ces 32 chaînes. Les groupes Sinclair et Disney ont fait de même. Sinclair est un concurrent de Nexstar qui détient aussi beaucoup de chaînes locales et pousse à fond l'idéologie d'extrême droite. Quant à Disney, le groupe contrôle la diffusion d'ABC sur des marchés essentiels tels que New York, Los Angeles, Chicago, San Francisco. Cette décision a été validée du côté de Disney au plus haut niveau puisque le PDG, Bob Iger, a apparemment tranché. Les réactions ont été virulentes et nombreuses, d'abord dans les médias, puis la classe politique et enfin chez les célébrités, et surtout les consommateurs qui ont adhéré en masse, apparemment, à l'appel à boycotter Disney en annulant les abonnements à Disney+, et Hulu, qui sont 2 plateformes différentes aux US, et même en annulant leur voyage vers les parcs. Avant d'aller plus loin, un mot quand même pour évoquer la situation spécifique de Nexstar, qui a été la première à faire tomber le couperet de la censure à l'encontre de Jimmy Kimmel. Nexstar est en plein processus de validation d'une fusion-acquisition de Tegna, un concurrent qui fait à peu près la même chose, le tout pour la somme de 6,2 milliards de dollars. Un tel mouvement de concentration des pouvoirs dans le monde de la télévision locale est soumis à la validation de l'administration présidentielle et notamment de la FCC de Brendan Carr, inféodé à Trump, on le rappelle. Ainsi, entre Nexstar qui veut mettre les chances de son côté pour son acquisition et Disney qui recule par crainte d'un effondrement des audiences, faute d'une bonne couverture nationale, et pour ne pas déplaire sans doute à Trump,
On est dans le cas typique des grands capitaines d'industrie qui se plient aux caprices d'un président incapable d'admettre la critique. Trump s'est bien évidemment félicité de cette annulation en répétant que Kimmel n'a aucun talent et que ses audiences étaient encore pires que celles de Stephen Colbert, autre animateur star dont l'émission s'arrêtera sur CBS en mai 2026. La chaîne a prétexté des raisons financières, mais l'émission fonctionnait bien, tout en étant régulièrement critiquée par Trump, bien sûr, pour sa liberté de ton. Parmi les stars qui ont pris la parole publiquement en faveur d'un boycott de Disney, on peut noter Cynthia Nixon, connue notamment pour Sex and the City, Marissa Tomei, qui jouait Tante May dans les récents films Spider-Man, Tatiana Maslany, qui jouait Jennifer Walters, alias She-Hulk, Noah Centineo ou encore Damon Lindelof, le célèbre scénariste, que ce soit de Lost ou encore Watchmen. Surtout, le mouvement s'est étendu auprès du public et on parle de très fortes pertes pour Disney, même si c'est invérifiable, pertes qui s'ajoutent à la baisse significative de son action en bourse. Même l'ancien PDG de Disney a critiqué la décision de son successeur Bob Iger de plier face aux jérémiades et insultes de Trump. L'éventuelle reprise de l'émission de Kimmel est incertaine, les discussions sont en cours. Initialement, il lui aurait été demandé de présenter des excuses publiques à Charlie Kirk et sa famille, ce que le présentateur a évidemment refusé. À la place de l'émission de Jimmy Kimmel, des dizaines de chaînes ABC locales ont choisi de diffuser, le vendredi 19 septembre, un hommage à Charlie Kirk, l'influenceur assassiné. Hier, le dimanche 21 septembre 2025, une gigantesque cérémonie a été organisée en la mémoire de l'influenceur dans un stade en Arizona. Trump en a profité pour en faire un spectacle devant 65 000 personnes et les nombreux téléspectateurs. Charlie Kirk a été présenté comme un grand penseur, un héros, un martyr, tandis que Trump réconfortait sur scène sa jeune veuve. L'événement a aussi donné l'occasion de mettre en scène des réconciliations publiques entre Trump et Elon Musk au travers d'une vitre qui se sont serrés la main. Juste pour le contexte et la fine bouche, on peut noter que la veille, le samedi, à l'occasion d'un dîner de prestige, Trump a traité son prédécesseur, Joe Biden, de méchant fils de pute et a conseillé à l'auditoire de se rappeler que ce n'était pas un homme bien, avant de se sentir triste pour Joe Biden qui lutte actuellement contre un cancer très avancé. La classe. On a trouvé écho en quelque sorte à ce comportement lors du rassemblement de dimanche lorsque Trump disait que contrairement à Kirk, lui déteste ses adversaires et ne leur pardonne rien. Encore une fois, posture parfaite pour alimenter une guerre civile larvée. Concernant Charlie Kirk lui-même, puisqu'il faut parler un peu de lui, on peut simplement rappeler combien ses idées étaient rétrogrades et choquantes, sans oublier les mensonges purs et simples qu'il colportait et instrumentalisait. Dès 2018, il affirmait que les gilets jaunes scandaient le nom de Trump en France dans les rues, en utilisant les images et de manifestations d'extrême droite britanniques. Charlie Kirk présentait le dérèglement climatique comme un outil de propagande marxiste, je cite bien sûr. Lors de la défaite de Trump en 2020, il a diffusé des théories conspirationnistes sur la manipulation du scrutin. Toujours en 2020, il diffusait le mensonge selon lequel George Floyd ne serait pas mort étouffé durant son arrestation par les policiers, mais d'une overdose. Mais il s'en prenait souvent aux Noirs, par exemple à des femmes noires connues comme Michelle Obama, dont il estimait qu'elles n'avaient pas les capacités intellectuelles pour justifier ses missions. Il faut dire que Kirk considérait Martin Luther King lui-même comme un personnage horrible et que le vote de la loi des droits civiques de 1965, interdisant la discrimination raciale, était une grave erreur. Sur des questions internationales, Charlie Kirk justifiait par exemple l'annexion de la Crimée par la Russie et était bien sûr contre tout soutien financier et encore moins militaire à l'Ukraine. Outre son opposition absolue à toute forme d'avortement, il était un fervent défenseur de la liberté de posséder des armes à feu et considérait que les morts provoquées dans le pays étaient un juste prix à payer, ce dont l'ironie a souvent été soulignée au moment de son assassinat par arme à feu, bien sûr. C'est donc d'un individu de cet acabit qu'on tente de faire un modèle national, un héros aux États-Unis, avec plus de mobilisation pour lui que pour les pires tueries d'école à coups de fusil automatique. Parfaite illustration de l'instrumentalisation politique de l'assassinat de Charlie Kirk, Trump a publié une déclaration qui annonce que le mouvement Antifa sera considéré comme une organisation terroriste majeure, ajoutant que ceux qui financent les Antifa devront faire l'objet d'enquêtes approfondies. Si cela ne semblait pas encore évident à certains, voilà pourquoi le meurtre de Kirk, outre des questions morales suffisamment évidentes pour ne pas avoir les énumérer, est concrètement un acte absolument délétère pour toute la gauche américaine, et notamment la gauche activiste et revendicative, pas la droite ou centre-droit qu'on trouve chez les démocrates. En faisant de lui un martyr, Trump lance la machine pour durcir une politique de répression qui ne pourra bientôt plus être freinée par beaucoup de contre-pouvoirs qui sont noyautés ou muselés les uns après les autres par Trump. On peut rappeler que l'enquête n'a établi pour l'instant aucun lien entre l'assassin présumé et le moindre mouvement de gauche organisé, et même si c'était le cas, il faut aussi rappeler que 75 à 80% des morts violentes lors d'actes de terrorisme intérieurs aux États-Unis sont imputés à des activistes d'extrême droite. Ce à quoi on assiste est une nouvelle étape de polarisation et de crispation, et c'est là qu'on se dit que le film Civil War de Garland risque de se concrétiser, au moins en partie,
Dans le film, on a un président d'extrême droite qui n'a pas respecté la Constitution en menant un 3e mandat de la fonction suprême. On y évoque comme élément fondateur de cette guerre civile le massacre des Antifa, une manifestation de gauche qui aurait donc été réprimée dans le sang par les forces armées des États-Unis. C'est l'élément déclencheur dans une convergence de tensions qui mène à un mouvement sécessionniste de certains États qui ne reconnaissent plus l'autorité de l'État fédéral. Ce qui a été beaucoup critiqué, entre autres comme improbable notamment dans le film, c'est notamment l'alliance entre la Californie et le Texas, mais l'idée était surtout de souligner que les fractures profondes et véritables pouvaient se faire sur des sujets qui transcendent et traversent la classique opposition entre bleu et rouge, démocrates et républicains. Sur la question de la liberté d'expression et le cas de Jimmy Kimmel, on voit plusieurs républicains prendre la parole contre cette annulation, car le premier amendement de la Constitution est considéré comme le plus sacré de tous. Pourtant, Trump multiplie les déclarations qui laissent entendre que les médias, le critiquant trop à son goût, pourraient ne plus avoir le droit d'émettre ou de publier, dans un autre registre très propice à une amorce de guerre civile correspondant au massacre des Antifa du film. Trump a envoyé la garde nationale dans 3 villes, Los Angeles, Washington DC et Memphis, ciblant toujours des gouverneurs démocrates. Toutefois, ce sont peut-être les rafles organisées par l'agence fédérale chargée d'appliquer les lois sur l'immigration, la tristement célèbre dorénavant ICE, qui pourraient mettre le feu aux poudres. L'ICE a été créé par George W. Bush au lendemain du 11 septembre, mais son action est devenue très agressive sous Trump et souvent avec des méthodes tout simplement illégales. Des agents masqués débarquent sans mandat, emportent des gens issus de minorités visibles dans des camps, à Guantanamo ou encore dans d'autres pays, sans autre forme de procès. L'objectif affiché consiste à expulser 1 million d'immigrés d'ici fin 2025 à raison de 3000 par jour. Toutefois, l'opinion se fait défavorable face aux méthodes et localement des résistances s'organisent, ce qui pourrait déraper sur des violences graves à tout moment. Et c'est notamment ce qui a déclenché l'envoi de la garde nationale à Los Angeles. Dans Civil War, l'obéissance des forces armées à telle autorité ou telle autre est déterminante. L'objectif du film ne consiste pas à montrer des gentils et des méchants, on voit plutôt les différents camps commettre des atrocités, ou au moins des exécutions sommaires. L'idée consiste surtout à montrer les dommages profonds d'un pays dans lequel les gens auparavant voisins ne se reconnaissent pas comme des concitoyens et des compatriotes, mais comme des ennemis mortels. Entre déshumanisation de l'adversaire, un motif récurrent dans la logorée de Trump, et désensibilisation à la violence, on ne peut plus compter que sur l'empathie et la prise de conscience individuelle. Malheureusement, dans Civil War, le choix d'agir et de mettre la priorité sur la sauvegarde d'une vie plutôt que sur le témoignage froid des faits aboutit à la mort et à la perpétuation d'un constat du réel, désengagé et perdant de plus en plus son humanité, tout ça sur la réflexion que mène le film sur le photojournalisme. Lors de la cérémonie d'hommage à Charlie Kirk dans le stade plein à craquer, certains observateurs ont pu identifier de troublantes ressemblances et inspirations dans le discours de Stephen Miller, chef adjoint du cabinet de la Maison-Blanche. En effet, on peut tracer des similitudes avec le discours « L'orage vient », prononcé le 9 juillet 1932 par Goebbels à Berlin, après l'assassinat d'un militant nazi en 1930, Horst Wessel. Parfois considéré comme le principal idéologue de la Maison-Blanche, Stephen Miller est obsédé par ce qu'il qualifie comme la culture communiste woke ou encore l'immigration illégale. Alors bien sûr, tout résumer et tout simplifier en disant que tel parti ou telle personne sont des nazis, ce n'est pas toujours très pertinent. Je comprends bien sûr le charme de cette simplification, entre guillemets, dans un contexte d'indignation en quelques caractères, typique de Twitter, mais il me semble plus intéressant d'aller dans une analyse plus précise et approfondie de ces courants et phénomènes idéologiques pour bien identifier ceux qui se trouvent en face de nous sans se contenter d'une étiquette qui colle plus ou moins bien. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que l'idéologie qui s'est agrégée autour de Trump, notamment avec le projet 2025, un document de 900 pages qui anticipe et encadre l'action de son gouvernement d'extrême droite, a et aura un impact délétère sur la société américaine et sans doute sur le monde entier, ne serait-ce que via l'angle du climato-scepticisme et des positionnements géopolitiques. Pour me faire un peu l'avocat du diable néanmoins sur certaines dérives qui semblent tout droit sortir de l'Allemagne hitlérienne, il faut évoquer le cas de Brian Kilmeade, le co-présentateur de l'émission Fox and Friends, qui proposait la possibilité d'injections létales non volontaires comme solution pour les sans-abri souffrant de troubles mentaux et refusant d'autres méthodes d'aide. Cela faisait suite au meurtre d'une réfugiée ukrainienne par un sans-abri atteint de paranoïa et de schizophrénie. Depuis, malgré des réactions nombreuses et choquées, quand même, Brian Kilmeade a conservé son poste, tandis qu'un analyste politique sur MSNBC avait été viré peu de temps auparavant simplement pour avoir souligné que Charlie Kirk promouvait des discours de haine visant certains groupes, ce qui est la pure et simple vérité. Avec cette page Charlie Kirk et Jimmy Kimmel, on assiste sans doute à une flambée digne du McCarthyisme, cette chasse aux sorcières du début des années 50, qui voulait débusquer toute sympathie, avérée ou supposée, envers l'idéologie communiste. Cette fois cependant, c'est simplement le fait de contredire ou de critiquer Trump qui constituerait un crime de lèse-majesté,
avec menace d'excommunication médiatique pour les cibles célèbres, et bien pire, potentiellement pour les autres. Enfin, et pour conclure, tout ce battage est aussi une mesure de contre-feu qui tombe à pic pour dévier l'attention de l'opinion publique américaine du scandale entourant Jeffrey Epstein et sa liste de relations d'amis et clients dont beaucoup d'observateurs semblent estimer que Trump fait partie. Et oui, rien de tel qu'une bonne union partisane, sinon nationale, autour d'un martyr pour faire disparaître au moins quelque temps le parfum du scandale qui divise au sein même du Parti républicain, mais aussi dans l'électorat profond de Trump, qui voit dans la supposée corruption généralisée des élites un sujet de rassemblement qui remonte à très loin dans la vie politique américaine. Alors imaginez un instant si leur idole orange faisait finalement partie du pire de ce qu'on peut imaginer dans de tels lieux de pouvoir et d'entre-soi, alors attention, rien n'irait plus. Ceci dit, toutes les casseroles que Trump se traînait ne l'ont pas empêché de se représenter et même d'être élu. Ah, les États-Unis, le pays où tous les rêves sont possibles, surtout pour les milliardaires immoraux, vulgaires et pathologiquement égocentriques. Reste l'espoir d'un sursaut à la fois individuel et collectif, en espérant que cette attaque frontale contre le premier amendement, et notamment le droit à la satire, un critère essentiel de liberté d'expression dans un régime politique, suffise pour que les Américains ne laissent pas passer. Reste à voir si cette notion même d'un peuple américain existe encore et toujours au travers d'un socle commun de valeurs essentielles. Alors bien sûr, si cette vidéo ne vous a pas plu, j'en suis ravi, mais je le suis encore davantage si elle vous a plu, et j'aurai besoin de votre soutien, de vos pouces en l'air, de vos commentaires, de vos abonnements. Je pense vraiment que j'en aurai besoin avec ce type de sujet. Quoi qu'il en soit, on continue avec le rythme de 3 vidéos par semaine, même s'il y a eu un petit décroché vendredi dernier pour des raisons personnelles, et on se retrouve dès mercredi pour le dernier épisode de la série Alien Earth, donc à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!